Écoutez, on va commencer. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur la facturation électronique, donc présenté par moi-même et Monsieur Debiol. Je vais vous partager l'écran. Hop, écran 1, partager. Alors, hop. Je ne vois pas avec ça sur le côté. Parce que ça ne marche pas. Ah oui, j'arrive pas à le faire de moi-même. Voilà. Alors, tout d'abord, pour introduire, on va parler un peu des objectifs de cette nouvelle réforme. Dans un premier temps, on parlera de façon globale de la définition et des contours de cette réforme. Et ensuite, on développera un petit peu les enjeux et de façon plus pratique les enjeux, les actions à mettre en œuvre. Donc, tout d'abord, les objectifs de la réforme. Donc, d'abord, ce serait de renforcer la compétitivité des entreprises parce que ce serait un allègement quand même considérable de la charge administrative et que ça va diminuer également les délais de paiement. Également, pour améliorer la détection des fraudes, qui sera beaucoup plus simple, vu que tout sera normalisé dans les logiciels de facturation. Également, simplifier les obligations déclaratives, parce qu'il y aura un pré-remplissage en matière de TVA, donc un pré-remplissage des déclarations. Donc ça aussi, ça fera partie de l'allègement. Et également, améliorer la connaissance de l'activité des entreprises pour permettre un pilotage économique au plus près de la réalité de chaque acteur. Alors, on va commencer par la définition et les contours de la réforme. Alors là, c'est un petit peu pour vous situer le cadre légal et réglementaire, donc pour que vous sachiez sur quoi ça se base. Donc l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022, donc il y a l'article 289 bis à 290 b du CGI pour votre information si vous souhaitez le consulter. Le décret numéro 2022-1299 du 7 octobre 2022, qui lui est relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis, donc à la TVA, et à la transmission des données de transaction. Pareil, je vous ai mis la référence de l'article où vous pouvez prendre connaissance de ces informations. Et enfin, l'arrêté du 7 octobre 2022 qui est relatif à la généralisation de la facturation électronique également entre les assujettis et à la transmission des données de transaction. Pareil, je vous ai mis l'article également. Alors, qui est concerné par cette réforme? Donc, la réforme, elle concerne l'ensemble des entités qui sont soumises à la TVA. Donc déjà, les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires et leur forme juridique, donc tout le monde, toutes les entreprises sont concernées. Donc y compris les entreprises qui bénéficient de la franchise de base, mais également les entreprises étrangères, si elles sont établies en France, mais aussi non établies selon le type de transaction effectuée. Donc ça, après, c'est plus au cas par cas, mais... Et deuxièmement, les entités publiques lorsqu'elles y sont assujetties. Donc voilà, ça concerne normalement tout le monde présent ici. Ensuite, donc pour définir un petit peu la facturation électronique, là, c'est le Code général des impôts qui le définit. La définition est importante parce que c'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée. C'est important à savoir parce qu'en fait, ce n'est pas simplement un PDF ou une pièce jointe, ce n'est pas une facture papier. Ce sera vraiment une facture qui sera émise, transmise et reçue par un logiciel spécialisé sous une véritable forme dématérialisée. Donc, ce ne sera pas un PDF. Elle sera adressée donc au client par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation, que ce soit un portail public ou une plateforme de dématérialisation. Il y aura plusieurs plateformes possibles. Voilà. Monsieur Debiol va développer un petit peu pour vous expliquer plus concrètement. Au niveau des types de formats qui seront possibles, vous voyez en haut les différents formats qui sont actuellement utilisés. Donc, on a le PDF simple, les formats Excel et Word qui sont les formats les plus utilisés. On a aussi le facturier papier. Donc, tous ces formats vont être abandonnés et à la place, on va devoir utiliser 3 formats qui ont été mis en place et prévus par les différentes normes. Le format qui sera le plus utilisé, puisque le plus simple et plus adapté
aux TPE et PME, c'est le format FactureX. Le format FactureX, il a l'avantage d'être un format hybride. Donc, en fait, il y aura un document PDF classique. Donc, vous pourrez lire la facture avec les mêmes informations que vous avez à l'heure actuelle, quelques informations supplémentaires, quelques mentions obligatoires supplémentaires, mais là-dessus, un format lisible, PDF lisible par l'humain. Et ce format lisible par l'humain sera complété par un petit fichier XML qui, lui, est un fichier informatique où seront codées l'ensemble des informations. Donc, ça veut dire qu'un logiciel pourra lire cette facture-là et, sans risque d'erreur, pourra alimenter les montants hors taxe, TVA, nom du fournisseur. Tous ces éléments-là seront inclus. Donc, ce format FactureX a cette double facette, lisible par l'humain, format PDF, lisible par l'informatique avec le fichier XML. Et c'est ce fichier XML qui permettra derrière d'automatiser certaines informations et on verra un peu plus tard euh, quelle finalité on pourra avoir grâce à cette automatisation. Alors, donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la mise en place de cette réforme, elle a été reportée. Donc, ça sera un petit peu plus loin. Alors, l'intérêt quand même de ce webinaire, c'est d'anticiper. Je pense que de toute façon, M. Debiol en parlera largement de l'anticipation, c'est important. Donc, pour le moment, le calendrier il est en cours de vote. Donc, il n'y a pas de date précise, c'est des années et c'est assez flou pour le moment. Comme je le mets, nous reviendrons vers vous quand on aura forcément une information plus précise et détaillée du calendrier. On vous tiendra informé. Donc, pour le moment, il faut savoir qu'en 2024, ce sera simplement un test de la plateforme de dématérialisation. Ensuite, en 2025, ce sera une mise à l'essai de la plateforme sur la base du volontariat seulement. Après, on encourage vivement la base volontariat à ce moment-là. Et en 2026, ça sera une généralisation de la réforme. Donc voilà pour l'instant les informations qu'on a au sujet du calendrier. Pareil, il y a deux grandes étapes prévisionnelles, mais pareil, c'est prévisionnel. 1er septembre 2026, ce serait réception des factures électroniques pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et émission des factures électroniques et e-reporting, qui sera aussi évoqué, par les grandes entreprises, les ETI et les groupes TVA. Ensuite, à compter du 1er septembre 2027, ce sera émission des factures électroniques et e-reporting, là, par les PME et les micro-entreprises. Donc là, vous serez concernés, parce que la plupart des entreprises sont des PME et des micro-entreprises. Sachant que donc, ces deux échéances pourraient éventuellement être reportées par décret jusqu'à 3 mois, soit une date limite fixée au 1er décembre 2026 ou 1er décembre 2027. Voilà, donc ça reste à préciser, mais voilà pour l'instant les informations qu'on a à vous communiquer à ce sujet. Donc voilà, ça c'est un petit calendrier qui récapitule ce que j'indiquais au niveau des dates pour la réception et l'émission. Donc j'ai mis en gras pour les PME et les micro-entreprises. Là, j'ai rappelé les critères d'appréciation de la taille de l'entreprise pour que vous sachiez quand est-ce que vous serez concerné. En général, vous, c'est micro-entreprise ou PME. Les micro-entreprises, c'est l'effectif est inférieur à 10 personnes et un chiffre d'affaires au total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros. Et les PME, l'effectif est inférieur à 250 personnes et un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions d'euros. Voilà, les autres, c'est pour... Voilà. Après, il y a les autres entreprises, je les ai mises également à titre d'information. Voilà, au Alors, niveau du chiffre. pour comprendre un peu comment ça va fonctionner concrètement, toutes les informations, les factures vont transiter par des plateformes. Donc, ça veut dire que là, dans le schéma, on prend l'entreprise A. Ben, l'entreprise A va choisir une plateforme. Dans ce cas-là, elle a choisi une plateforme privée. Elle aurait pu faire comme l'entreprise C dans le schéma, qui, elle, a choisi le portail public. Portail public qui sera gratuit. La différence entre la plateforme privée et le portail public, c'est que le portail public, il a un socle minimum d'actions possibles et le portail privé, contrairement au portail public, va être payant, portail public gratuit et portail privé payant, mais en échange de ce coût qui sera par facture, eh ben, il y aura différents services qui pourront être proposés. Donc, l'entreprise A va envoyer ses factures
à la plateforme qu'elle aura choisie. Un annuaire sera disponible, géré par l'administration fiscale. Et donc, la plateforme privée dira, bah, pour tel numéro sirène, à qui je dois envoyer cette facture-là. Et donc, ça enverra à la plateforme privée de réception. Par exemple, si on doit faire un commerce avec l'entreprise B, eh ben, l'entreprise A consulte, la plateforme de l'entreprise A consulte l'annuaire et saura qu'il faut envoyer à la plateforme privée B. Et du coup, la facture sera mise à disposition à l'entreprise B sur sa plateforme. Donc, ça va changer dans le mode de transmission et d'échange des factures entre entreprises assujetties à TVA. Ça passera avec des factures selon format qu'on vous a indiqué, format hybride facture X, et ça transitera automatiquement par ces plateformes. Donc, ça veut dire qu'on abandonne tout ce qui est transmission papier, transmission par email, même sur des sites où on va récupérer les factures. Par exemple, quand vous allez avoir besoin d'aller récupérer votre facture d'énergie, votre facture de téléphonie, à l'heure actuelle, vous vous connectez au site Internet, et bien là, ça arrivera directement dans votre plateforme et vous recevrez, alors, dans un premier temps, les factures des grandes entreprises. Donc, dans un premier temps, téléphonie et énergie, c'est les grandes entreprises les plus courantes pour l'ensemble des entreprises. Donc, vous connecterez avec la plateforme que vous aurez choisie, portail public ou plateforme privée, et vous aurez vos différentes factures d'achat qui apparaîtront. Et ensuite, fur et à mesure que la réforme sera appliquée sur la base du volontariat ou de manière obligatoire, eh ben, vous aurez de plus en plus de factures. Et normalement, une fois que la réforme sera totalement appliquée, vous recevrez obligatoirement vos factures via cette plateforme. Donc en fait, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a j'émets des factures de vente et je les envoie à une plateforme. Et mes factures d'achat, je vais les récupérer sur une plateforme. Ça pourrait être deux plateformes différentes ou bien sûr la même plateforme, mais il y a deux actions possibles, l'envoi et la réception des factures. Je vais regarder s'il y a des questions. Oui. Alors, Sur les types de services qui pourront être proposés par les plateformes privées, c'est des services liés, par exemple, aux relances pour les factures qui sont impayées, des services de relance. On aura des services de paiement, de suivi trésorerie. Il y aura toutes des services complémentaires qui, pour l'instant, en fait, peuvent être déjà pris en prenant des plateformes et des outils spécifiques, et là seront intégrés. Donc, voilà, relance, paiement des factures, suivi de trésorerie, voilà, tous des services qui sont autour de votre facturation qui seront proposés et on verra après comment choisir ces différents services. comment savoir si la plateforme publique nous suffira? Et après, Alors, savoir si, en fait, là, on va dans les prochains mois avoir les différentes plateformes privées. Il y en a une centaine qui sont prévues, qui vont en fait pouvoir indiquer quels sont les différents services qui sont proposés. Au niveau du portail public, c'est l'équivalent, je vois la question qui apparaît. En fait, on reprend, vous avez l'habitude d'utiliser Chorus Pro, mais en fait, c'est pas Chorus Pro qui est développé, mais en fait, c'est un service qui sera similaire à Chorus Pro, qui va reprendre les fonctionnalités de Chorus Pro, mais en gros, on reste sur le même principe que Chorus Pro. Ils sont en train de réécrire totalement une plateforme, mais voilà, dans l'état d'esprit, c'est la même chose que Chorus Pro et du coup des services basiques. Donc après, ça va être de regarder, une fois que cette plateforme-là, en 2024, va sortir, on aura l'ensemble des fonctionnalités de cette plateforme-là. Et c'est ainsi que vous pourrez voir si ça vous suffit ou si vous avez besoin d'une plateforme privée. On verra après, dans la seconde partie, que l'enjeu qu'on va avoir, c'est de connecter ces plateformes-là aux outils que vous utilisez déjà. Donc, c'est-à-dire votre logiciel de facturation si vous en avez un et votre logiciel comptable quand c'est vous qui gérez la compta ou le logiciel comptable de votre expert comptable quand vous externalisez
le suivi comptable. Donc, on verra que ben, ces plateformes privées, ce choix entre portail public, portail privé, va se faire également pour gagner du temps et que tous ces outils communiquent bien entre eux. Certains outils vont s'appuyer sur le portail public, d'autres s'appuieront sur le portail privé. Et c'est là, on verra après, dans les enjeux et dans les choix, c'est la seconde partie de ce webinaire. Et pour les particuliers? Pour les Du coup, particuliers, on va développer, c'est la slide juste après, le e-reporting, qui va vous expliquer comment ça va fonctionner pour les particuliers. Pour les entreprises, on l'a vu, ça passe par comme ça les plateformes, et donc la facture transite par ces plateformes. Ensuite, pour les oui, particuliers, ça va être ce qu'on appelle le e-reporting. Donc, en fait, dès qu'on a des clients qui sont des clients étrangers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un établissement stable en France ou des particuliers, ça passera pas par une facture qui sera envoyée. Ça, c'est pas le e-invoicing qu'on a pu voir dans un premier temps. Ça va être du reporting. Donc, en gros, le e-reporting, c'est on reprend les informations synthétiques de vos clients, le montant hors taxe, le taux de TVA, du coup le montant de TVA, donc toutes ces informations liées à vos clients. Donc si c'est des particuliers, ben, il y aura une indication que c'est un particulier. Et ces informations-là seront transmises par la plateforme que vous avez choisie, plateforme privée ou au portail public, seront transmises à l'administration fiscale. En revanche, vous pourrez envoyer la facture à un particulier. Si vous avez l'habitude d'envoyer des factures aux particuliers, vous n'aurez pas une obligation de l'envoyer via la plateforme. Ça sera un service, par exemple, proposé par une plateforme, de pouvoir envoyer cette facture-là pour vous, mais vous pourrez continuer pour un particulier à l'envoyer, à lui donner en main propre, à l'envoyer par email. Il n'y aura pas d'obligation. L'obligation, ce sera de déclarer le chiffre d'affaires lié à ses clients particuliers et ses clients étrangers à l'administration fiscale. Et comme ça, l'administration fiscale aura le chiffre d'affaires entre les entreprises qui proviendra de l'extraction des informations des factures, plus complété par le chiffre d'affaires lié aux particuliers, lié aux clients étrangers. Et comme ça, l'administration fiscale sera au courant de l'ensemble du chiffre d'affaires géré par les entreprises. Et c'est comme ça qu'à terme, on pourra arriver sur un pré-remplissage des déclarations de TVA et en tout cas limiter la fraude à la TVA. Cette déclaration en e-reporting sera plutôt contraignante parce que si vous êtes au régime réel mensuel, c'est-à-dire si vous faites une déclaration de TVA tous les mois, vous allez devoir déclarer toutes ces informations-là tous les 10 jours. Donc, dès que vous allez avoir des transactions avec des particuliers, eh ben, vous aurez comme ça 3 fois par mois à faire ce type de déclaration. Donc, c'est-à-dire que ben, ça va être assez lourd à gérer si vous le gérez de manière manuelle, c'est-à-dire si ben, vous reprenez toutes les transactions que vous avez faites et vous devez taper dans un logiciel ces informations-là. Le but, c'est que ben, on arrive avec les outils que vous utilisez à l'heure actuelle à automatiser tout ça pour que ben, toutes les déclarations soient faites de manière correcte à l'administration fiscale sans vous rajouter un temps de traitement très important. Et c'est là-dessus où il y a un intérêt à anticiper, à se préparer. On verra ça dans la seconde partie du webinaire. Pour les prestataires de services, et du coup, vous êtes des prestataires de services, on va devoir également déclarer les encaissements à l'administration fiscale parce que bah, vous payez la TVA en fonction des encaissements que vous faites. Et donc ça aussi, ça sera un reporting qui sera à faire à l'administration fiscale. Donc là aussi, il va falloir trouver des outils parce que vous n'allez pas prendre votre relevé bancaire et puis aller déclarer règlement par règlement. Tout ça va pouvoir se faire en connectant un outil à votre banque qui va extraire tous les règlements que vous avez eus, pourra matcher ça avec les factures parce que bah, les informations qu'on a sur les relevés bancaires pourront nous aiguiller avec les montants et avec les informations avec les factures. Et tout ça pourra être automatisé si les bons outils ont été utilisés et d'où la préparation qui est nécessaire en amont. Donc, pour résumer, je crois que c'est la Oui. slide juste après.
Donc, quand on est un fournisseur, c'est vous êtes un assujetti, vous vendez des biens. Donc, vous êtes imposable selon les débits. Donc, ça veut dire que quand vous faites du commerce avec d'autres assujettis, des entreprises soumises à TVA, vous allez transmettre la facture. On est entre deux entreprises, vous allez transmettre la facture via invoicing. Quand vous vendez des biens, mais c'est à des particuliers, dans ce cas-là, vu que lui n'est pas assujetti à TVA, on va juste faire un reporting et déclarer le chiffre d'affaires correspondant à l'administration fiscale et on enverra la facture librement, donc en main propre, par email, etc. On pourra faire comme on veut. Ceux qui sont sur des opérations 100% exonérées de TVA, dans l'immobilier, il y a par exemple certaines opérations immobilières non soumises à TVA. Dans ce cas-là, pas d'obligation, on est sur une activité non soumise à TVA. Pour des activités de prestataires de services imposables sur les encaissements, ce qui est le cas de la plupart des artisans, quand vous allez travailler avec une autre entreprise soumise à TVA, eh ben, vous allez envoyer la facture via la plateforme d'e-invoicing, privé ou public, et vous allez en parallèle déclarer les données de paiement au reporting. Et quand vous allez travailler avec des particuliers, et ben là, ça sera le reporting que vous allez faire. Vous allez seulement indiquer quelques données de chiffre d'affaires de TVA. Vous enverrez la facture comme vous le souhaitez et les données de paiement seront également à réaliser. Donc, vous voyez, c'est finalement quand vous travaillez à la fois avec des entreprises, à la fois avec des particuliers, il suffit que vous ayez également quelques clients à l'étranger. Quand vous êtes frontalier, bah, vous allez travailler sur un bâtiment à un endroit qui est de l'autre côté de la frontière. Et ben, ça veut dire qu'il y aura différentes fonctionnalités, différents outils. Donc, c'est pour ça qu'il y a un temps nécessaire qu'on verra, qu'on va voir là dans la seconde partie, d'anticiper, de comprendre bah, quels sont les besoins d'outils, comment arriver à s'organiser, comment gagner du temps dans les process pour que cette réforme, qui est certes une obligation, vous permette aussi d'avoir pas mal d'opportunités. Et c'est ça aussi qu'on a voulu vous indiquer, parce que là, quand on voit tout ça, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de contraintes, mais finalement, le changement va peut-être être compliqué à mettre en œuvre, mais derrière, on va avoir quand même pas mal d'opportunités qui vont s'offrir à nous. Et c'est important aussi de bien les maîtriser pour bien s'organiser et choisir les bons outils. Donc, on va partir sur la seconde partie. Donc, les enjeux et les actions à mettre en œuvre. Donc, de façon un petit peu plus concrète, on va voir un petit peu ce qu'il en est Hmm. avec M. Desbiens. Donc, une loi contraignante, mais avec de nombreuses opportunités. Alors, dans les opportunités, finalement, on réduit les opportunités des ceux qui ne déclarent pas la TVA correctement. Parce qu'en fait, là, ce système-là et le fait que ben, même ceux qui sont auto-entrepreneurs, donc en franchise de TVA, qui sont parfois ce qu'on appelle la concurrence déloyale, parce qu'en fait, il y en a certains qui, même s'ils dépassent les seuils de TVA, continuent à ne pas appliquer la TVA. Et on sait très bien que quand on facture un particulier, ben, la TVA, vu que lui, il la récupère pas, ben, c'est un surcoût. Donc ça veut dire que celui d'à côté qui ne met pas de TVA sur les prestations qu'il réalise, eh ben, il a un avantage concurrentiel. Et si cet avantage concurrentiel, il l'a parce qu'il est en franchise de TVA, bah, c'est normal, c'est la loi. Par contre, si il a dépassé les seuils et qui n'applique pas les règles fiscales, là, c'est de la concurrence déloyale. Et vu que bah, ces entreprises-là sont aussi concernées par la réforme, donc l'administration fiscale va savoir à partir de quelle facture il dépasse les seuils et va pouvoir agir beaucoup plus rapidement qu'à l'heure actuelle pour lui dire, attention, tu as dépassé les seuils, tu dois appliquer de la TVA. Et à l'heure actuelle, c'est grâce aux déclarations URSSAF, grâce à différents indicateurs qu'ils arrivent à avoir, mais souvent ils arrivent très tardivement. Là, ils vont arriver beaucoup plus vite et du coup, moins de concurrence déloyale pour vous, pour ceux qui devraient appliquer de la TVA et qui n'en appliquent pas. Un meilleur suivi de l'activité de la trésorerie, parce que finalement, on va
toutes vos factures, par exemple, vos factures d'achat, vont arriver grâce à des plateformes. Ces plateformes-là, comme j'ai dit, il y aura un fichier XML qui permettra d'avoir différentes informations, les montants principalement de TVA, montant TTC, et également des informations comme la date d'échéance. Donc, on pourra très rapidement savoir, grâce à des services, c'est un des services d'une plateforme privée, avoir l'échéancier en disant que sous 15 jours, si vous respectez les dates d'échéance, sous 15 jours, vous allez avoir à décaisser tant d'euros, sous 30 jours, tant d'euros, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir un suivi d'activité. Et de la même façon, les factures que vous allez émettre, elles vont passer via une plateforme. Et ainsi, vous allez pouvoir aussi voir que si vos clients vous règlent à date d'échéance, eh ben, quelle sera l'évolution de vos encaissements. Et donc, très rapidement, on pourra dire, on a la trésorerie à l'instant T et on va voir ce qui est censé être décaissé en fonction des dates d'échéance, ce qui est censé être encaissé en fonction des dates d'échéance. Et du coup, on pourra estimer très, très facilement quelle sera la tendance d'évolution de votre trésorerie et pouvoir tout de suite avoir un signal d'alarme en disant, attention, il y a un souci en termes de trésorerie ou même en termes d'activité, de pouvoir corriger ça beaucoup plus rapidement. Des gains de temps dans la gestion administrative parce que tous vos factures vont être dans un même outil. Donc, vous n'allez pas aller courir avec la facture qui est donnée au niveau du magasin, sauf que vous êtes allé acheter quelques pièces, etc. Et du coup, elles restent dans la voiture. Il y en a qui sont livrés en même temps que les colis. Il y en a qui arrivent par email. Là, en fait, tout va arriver au même endroit. Donc, ça veut dire qu'on va centraliser au niveau des achats, tout centraliser au même endroit. Donc, déjà, on aura un gain de temps pour arriver à récupérer tout ça. Et puis après, si à l'heure actuelle, par exemple, vous établissez vos factures de vente cette fois-ci grâce à un fichier Excel, ce qu'on a encore couramment, si vous devez relancer, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas toutes les infos, vous n'avez pas le suivi. Là, à cause des obligations, donc à cause de la contrainte que vous avez en remplissant toutes ces informations-là, vous allez utiliser un logiciel. Moi, des logiciels que j'utilise de cette manière-là, en 2 clics, vous envoyez une relance par email avec 3 niveaux de relance possibles. Et ça, on aura un focus un petit peu plus poussé sur les factures, les logiciels de facturation, mais on verra. Du coup, ça va permettre d'avoir des relances faites beaucoup plus facilement. Et donc, on a une loi contraignante, mais des opportunités, car on est, entre guillemets, obligé de s'équiper d'outils qui, on va voir, vont être utiles. Gain financier par rapport à une gestion papier, si à l'heure actuelle, vous imprimez vos factures, vous les envoyez par courrier, etc., le coût d'une facture est estimé sur les gestions de plateforme à 40 centimes, on va dire entre 20, 40, 60 centimes. Ça dépendra des services qui seront proposés, mais du coup, beaucoup moins cher qu'une impression, une enveloppe et un timbre sur une gestion actuellement papier. Améliorer également les délais de paiement, parce qu'en fait, on ne pourra plus dire cette facture, je n'ai jamais reçue, etc. Ou l'envoyer vers une plateforme, tout sera daté et il y aura également des services qui sont proposés par ces plateformes pour régler beaucoup plus facilement et sans risque d'erreur. Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous devez régler, vous allez sur votre logiciel de banque et puis vous faites le virement correspondant. Ça arrive, on sait tous qu'on se trompe de fournisseur à régler. Du coup, c'est toujours embêtant, on doit déduire, etc. Là, en fait, toutes les informations seront dans le fichier XML. Donc, on pourra très facilement et sans risque d'erreur faire des délais, des données, enfin, des règlements. Et puis, on va devoir, sur toutes les factures que vous allez recevoir, vous allez devoir soit les refuser, soit les accepter, indiquer qu'il y a un litige. Jusqu'à maintenant, quand il y a un litige, souvent, on met la facture de côté, on décide de ne pas la payer, et c'est quand on arrive à une relance très insistante, où on dit, finalement, je n'étais pas d'accord avec ta facture. Là, en fait, tout va devoir être réglé beaucoup plus rapidement. Donc, ça veut dire que si vous facturez quelque chose et la personne n'est pas d'accord parce que vous aviez dit que vous alliez faire une remise sur une des parties, etc.,
bah, plutôt qu'attendre que vous l'ayez relancé et qu'à ce moment-là, ils vous disent, bah, en fait, je ne veux pas te la payer parce que je ne suis pas d'accord, et ben, il vous informera tout de suite. Vous allez régler le problème rapidement et comme ça, le règlement pourra être fait rapidement aussi. Donc voilà un peu les opportunités. Il y en a plein d'autres. On a résumé comme ça quelques opportunités. C'est principalement pour vous dire que on va tous subir cette réforme-là. On est obligé, c'est une réforme, c'est la loi qui va l'imposer. Mais il faut se rendre compte que une fois que la mise en place sera faite, eh ben, on aura quand même quelques opportunités intéressantes et on va fluidifier un peu le fonctionnement et les gestions administratives de nos clients. Concernant les questions, vous parliez de 40 centimes par facture. Oui, Est-ce qu'il y aura un abonnement, hein, parce qu'il y a une question sur le coût de la plateforme privée, de alors, façon générale. alors du coup, là-dessus, chaque plateforme est totalement libre de définir sa politique tarifaire. Donc, il y en a certaines où il y aura un coût de mise en place de la plateforme et puis après un tarif en fonction de la facture. D'autres où il y aura un tarif que en fonction des factures. Donc là, il y aura une grande liberté des plateformes. Les plateformes, elles ont pour la plupart rendu un premier, un premier dossier à l'administration fiscale pour indiquer comme quoi elles voulaient être. Alors, il y a deux dossiers. Il y a le fait d'être pilote, donc ce qu'on vous a détaillé au début, de commencer à faire les tests, et puis après le dossier d'immatriculation. Donc là, elles sont dans une phase, on va dire, de développement, de mise en place. Le cahier des charges de l'administration fiscale est très, très lourd. Et donc, bah, ils ont dû travailler pour mettre en place ces différentes plateformes. Donc là, elles sont en train de construire ces différentes plateformes. Dans quelques mois, elles vont passer à la commercialisation de ces différentes plateformes. Donc pour l'instant, il y en a certaines qui proposent des démonstrations, il y en a qui proposent différentes choses. On verra après bah, comment choisir. Mais pour l'instant, leur politique tarifaire euh, est encore un peu inconnue parce qu'ils ne sont pas à cette phase-là de commercialisation, mais ça va arriver dans les prochains mois. Et c'est là aussi où bah, c'est notre rôle, nous, en tant qu'experts comptables, d'aider nos clients à choisir ces différentes plateformes. Mais celles qui ont commencé à en parler, on était sur 20, 40 centimes. Ça peut être dans ces eaux-là. Après, si vous avez énormément de services, bah forcément, le coût sera plus élevé que celle où il y a un service minimum. Merci. Et du coup, concernant les clients étrangers des travaux en France, il y aura des particularités en plus ou ce sera le même système? Il y aura des choses. Alors, les règles de fiscalité ne changent pas. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à appliquer les mêmes règles de fiscalité. Donc, là-dessus, sur cette partie-là, ça ne change pas. En revanche, si c'est un client étranger qui n'a pas d'établissement stable en France, qui a seulement un bien en France, mais pas d'établissement stable, et ben lui, il sera classé comme étant étranger. La plupart du temps, si c'est une entreprise qui a un bien en France, c'est souvent parce qu'il a un établissement stable en France. Et dans ce cas-là, c'est la règle de TVA en disant, vu qu'il a un établissement stable en France, ça s'applique. Mais les règles de territorialité que vous avez l'habitude d'appliquer en disant que vous faites des travaux sur un bien en France, du coup, c'est la TVA française, toutes ces règles-là, elles ne changent pas du tout, hein. On a la méthode de facturation qui va changer, mais les règles de facturation, les règles fiscales ne changent pas du tout. Du coup, la suite, hop, sur les risques possibles. Alors, si les risques possibles, si on ne se prépare pas correctement, ne pas choisir les bons outils. Vous avez à l'heure actuelle déjà des outils de gestion, vous avez des outils de comptabilité. L'idée, c'est d'avoir des outils qui se connectent bien entre eux. Si vous avez un logiciel de facturation qui est performant, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que cet outil de facturation va permettre d'établir des factures en format facture électronique, donc facture X. Et après, bah, vous savez que du coup, si ce logiciel-là, dont vous êtes satisfait, va permettre de déverser des factures X, il suffira de le connecter soit à la plateforme privée, soit au portail public.
Et finalement, c'est assez vite fait. Si vous avez, si votre outil finalement ne se connecte pas avec des plateformes, eh ben, c'est vrai que du coup, vous allez devoir faire des démarches, d'aller extraire l'ensemble des données, puis aller les réintégrer dans un autre système. Et donc, c'est pour ça qu'il faut voir, on verra après un peu ce qu'il faut faire. Mais en gros, il faut, si vous avez déjà des outils à l'heure actuelle, il faut demander à ces prestataires-là ben, qu'est-ce qu'ils ont prévu au niveau de la facturation électronique pour arriver à avoir les outils qui fonctionnent bien entre eux. Si vous anticipez pas à la réforme, vous allez arriver au pied du mur. Et donc là, vous allez choisir la première plateforme qui passe. Et cette plateforme, si elle n'est pas adaptée, eh ben, ça va vous demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour arriver à faire fonctionner tout ça. Donc l'idée, c'est, on a largement le temps, la réforme a été repoussée. L'idée, c'est de pouvoir avancer étape par étape au niveau des fonctionnements, des choix d'outils, de l'organisation, de l'évolution de l'organisation. Ne pas être prêt à temps, ça veut dire aussi ne pas avoir de plateforme. Si vous n'avez pas de plateforme, vous serez automatiquement dans le portail public. Et ça veut dire que si vous n'avez pas fait assez d'informations, ça veut dire que vous allez pas pouvoir récupérer ces factures et du coup pas les payer. Donc derrière, si vous ne payez plus, il y a des risques de problèmes d'alimentation notamment. Et puis, si vous facturez des entreprises et vous ne passez pas par la plateforme alors que vous deviez passer par une plateforme, vous avez un risque parce qu'ils vont vous dire, moi, cette facture-là, elle n'est pas arrivée dans le schéma classique, donc je ne la paye pas. Et vous, du coup, vous allez avoir des anomalies de paiement. Donc, ne pas être prêt à temps, ça peut aussi avoir des risques financiers. Euh, Là, quand on va évoquer tout ça, on aura forcément des changements d'outils. Ou alors, si vous êtes déjà très bien occupé en outils, des nouvelles fonctionnalités de vos outils. Donc, l'important, c'est aussi cette montée en compétences au niveau des équipes pour se préparer progressivement à cette réforme-là. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est bien d'anticiper. Donc voilà, c'est pour ça que l'anticipation permet de réduire ces risques-là, de se préparer à temps. On va voir maintenant Les actions à mettre en œuvre. les actions à mettre en œuvre. Donc, je vous en parlais, dans les actions à mettre en œuvre, se rapprocher de ces prestataires habituels. Prestataires dans le sens logiciel notamment. Si vous avez déjà un logiciel pour émettre vos factures, tant mieux. Vous lui posez la question, est-ce que vous serez compatible avec FactureX? Voilà, c'est relativement simple. Et après, avec quelle plateforme? Soit vous serez plateforme, dans ce cas-là, quelle est votre grille tarifaire? Comment vous allez fonctionner? Et si vous n'êtes pas, vous n'allez pas demander à être une plateforme privée, eh ben, avec qui vous allez travailler? Comment ça va se passer? Ça, c'est la premier conseil. Et puis après, sur la partie achat, tous les achats vont se déverser dans un logiciel comptable. Donc, si à l'heure actuelle, vous traitez manuellement vos factures, eh ben, vous aurez des opportunités que toutes les informations qui sont pré-remplies dans la plateforme se déversent automatiquement dans votre logiciel comptable. Donc là aussi, il y a un intérêt à savoir comment va fonctionner votre logiciel comptable, avec quelle plateforme il va communiquer facilement pour éviter d'aller sur la plateforme, d'imprimer toutes les factures et de les ressaisir à la main, autant les déverser automatiquement. Et pour les déverser automatiquement, il faut qu'il y ait des API, des liaisons entre les différents outils. Ces liaisons ont un coût de mise en place pour ces différentes plateformes. Et donc, vous n'aurez pas 100% des plateformes qui vont communiquer à 100% des logiciels de compta. Il y a des partenariats entre eux en disant, voilà, nous, on a envie de travailler ensemble. Du coup, on crée une API ensemble, on investit dans cette liaison automatisée de nos éléments. Et du coup, l'important de voir comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Si la compta est faite par votre cabinet d'expertise comptable, eh c'est aussi un échange à avoir avec votre cabinet en disant, voilà, quelle plateforme je peux choisir pour que le fonctionnement soit beaucoup plus fluide entre nous. Faire un état des lieux de l'organisation de votre organisation actuelle,
comment je facture, qui facture, quelles sont les personnes, quels outils je vais devoir mettre en place, ce qui est intéressant de mettre en place, puisque par exemple, les relances, c'est toujours compliqué, les clients payent de plus en plus tard. Est-ce que j'ai envie d'avoir une fonctionnalité lié à ça. Et du coup, dans ce cas-là, bah, c'est en faisant l'état des lieux, en disant, bah, voilà, ça pêche un peu là-dessus. Ou alors, bah, j'ai déjà un outil de gestion qui me permet d'émettre mes factures, de relancer. Donc, tout ça, c'est bon. Et sur quels autres points j'ai besoin d'évoluer? Parce que si mon outil actuel, dont je suis satisfait, progresse bien et va être compatible à la réforme, bah, finalement, là-dessus, pas grand-chose à faire. Si je suis sous Excel, bah, va falloir commencer à travailler sur passer sur un logiciel de facturation, etc. Faire une veille sur les différents outils. Alors là, on a parlé, il y a trois types d'outils, les OD, les opérateurs de dématérialisation, qui sont plutôt les logiciels de facture et les logiciels de compta. C'est tous ceux qui vont alimenter les plateformes ou recevoir des plateformes. Ensuite, PDP, c'est plateforme de dématérialisation privée. PPF, portail public de facturation. Donc là, surtout, à l'heure actuelle, ne signez avec aucune plateforme. Elles ne sont pas encore immatriculées. Donc, si vous signez d'ores et déjà avec une plateforme, vous avez le risque que de signer un contrat avec une entreprise qui ne sera pas automatiquement immatriculée. Les immatriculations sont en cours, donc surtout ne pas signer avec des plateformes. Ce qui ne vous empêche pas de réaliser une veille, de se renseigner. Là, pour l'instant, on n'a pas les fonctionnalités totalement détaillées le portail public. On a, euh, on a déjà le cahier des charges, etc., mais on va avoir de plus en plus d'informations. C'est réaliser une veille sur le sujet, comprendre les fonctionnalités que vont proposer les différents outils que souvent on va vous contacter pour vous présenter des outils. Donc, vous avez la possibilité de réaliser une veille là-dessus, mais surtout, le conseil que moi je vous donne, c'est de signer avec aucun tant que l'immatriculation n'est pas faite. Et quand l'immatriculation sera faite, ça sera sur le site des impôts.gouv. On aura la liste des outils qui sont officiellement immatriculés, qui respectent un cahier des charges que vous disiez très lourd pour répondre aux obligations de cybersécurité et obligations techniques. Voir comment vous pouvez avancer dès maintenant. Moi, j'aime bien l'illustration de l'escalier et du mur. Vous avez un mur face à vous, c'est la réforme, qui permet derrière d'aller vers quelque chose de mieux avec les différentes opportunités qu'on a vues. Soit vous prenez l'escalier sur le côté, vous avancez étape par étape, vous préparez étape par étape, soit vous allez vers le mur et là vous l'escaladez, mais vous risquez de vous faire mal ou de ne pas pouvoir passer le mur. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'escalier, d'aller étape par étape. Et c'est par exemple pour ceux qui établissent encore leurs factures sous Excel, bah, de passer sur un logiciel qui sera compatible FactureX. Une fois que vous êtes sur le logiciel, bah, on va voir que vous aurez des mentions obligatoires à mettre. Pour l'instant, on ne met pas, par exemple, le numéro sirène de nos clients, on ne le met pas. Donc, ça veut dire qu'on aura tout un travail de mise en place de listing client avec leur numéro sirène, avec des informations comme ça à mettre en place. Donc voilà, il faut fonctionner étape par étape parce que sinon, en fait, vous allez être au dernier moment et devoir tout faire en même temps, ce qui va être très compliqué, notamment dans la gestion des équipes et des priorités. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer étape par étape. Et là, le timing, le calendrier est plutôt long et ça nous permet, si on se prépare dès maintenant, de fonctionner bien étape par étape. Tous ces outils, toutes ces actions-là que je vous indique à faire, nous, en tant qu'experts comptables, on les met en place à la fois pour nous et on les met en place aussi pour nos clients. Moi, par exemple, la veille sur les outils, je l'ai, j'ai une vision globale de les plateformes qui vont arriver, comment ça va se fonctionner, etc. Je sais comment m'organiser. Donc après, soit tout ça, ben, vous souhaitez le mettre en place directement, vous pouvez le mettre en place directement, soit vous pouvez faire appel aussi à votre expert comptable qui connaît bien votre organisation administrative, qui va connaître bien les outils, qui se forme depuis un moment, parce que
nous, on suit des formations depuis déjà plusieurs années sur la facturation électronique. On a de l'actualité liée à l'ordre des experts comptables qui nous provient très régulièrement. Et donc, voilà, vous pouvez aussi déléguer à une entreprise de conseil, mais également à votre expert comptable qui connaît bien votre organisation et notamment si vous faites appel à lui pour toute la gestion, la saisie comptable, traitement TVA, etc., bah, c'est vrai que il pourra vraiment vous aiguiller sur des outils qui vous correspondent le mieux. Voilà pour les quelques actions à mettre en place dès maintenant. Donc, c'est se préparer tout doucement, comprendre la réforme. Déjà, si vous êtes connecté à ce webinaire, c'est déjà une bonne chose parce que vous avez conscience que cette réforme-là arrive. Et après, il faut vous préparer comme ça pour les prochaines actions à mettre en œuvre. On a du temps, il ne faut pas travailler dans la précipitation, avancer étape par étape. On va maintenant euh, Alors, un focus particulier. Alors, il y avait quand même une question. Alors, après, doit-on préparer des éléments pour les RGPD? Alors, je ne sais pas si vous avez des détails là-dessus. Moi, je pense que ça va être les règles classiques de RGPD. Je ne sais pas s'il y a des évolutions qui sont prévues par rapport à cette nouvelle façon de facturer. En tout cas, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la RGPD à ma connaissance à ce Oui, jour. et Mais de toute manière, tous les logiciels qu'on va utiliser ils seront conformes. respectent des Bien sûr. normes de sécurité informatique très fortes, ont des certifications ISO, et c'est vrai que bon, sur l'ensemble des informations que vous allez devoir traiter, c'est notamment votre listing client, toutes ces informations-là, c'est des informations que vous avez le droit de traiter dans le cadre du RGPD. Et là-dessus, pas de changement particulier. Et en tout cas, voilà, il y a un respect des règles à la fois de cybersécurité, de respect de protection de données. Donc là-dessus, voilà, c'est comme les règles fiscales, pas de nouvelles règles, mais par contre, il faut faire attention que on applique toujours les bonnes règles, mais en tout cas, pas de grands changements au niveau du RGPD. On continue d'appliquer la protection des données. Merci. Dans le... Allez-y. Non, non, simplement. Là, on va parler donc d'un focus particulier sur le logiciel de facturation. Oui, on se rend compte qu'il y a encore énormément d'entreprises qui n'ont pas de logiciel de facturation. Et je pense que moi, c'est la première étape à engager. Là, on peut engager dès maintenant. Vous avez déjà un outil, vous vérifiez qu'il est compatible avec Future Réforme, on en a déjà parlé. Après, on se rend compte que, et là-dessus, je suis bien placé pour pouvoir le dire, qu'il y a des règles fiscales, mais souvent, on déroge un peu à ces règles fiscales. Je prends l'exemple des acomptes, des factures d'acompte. On a notamment, on doit établir une facture d'acompte à chaque fois qu'on a un acompte. On le fait à l'heure actuelle assez rarement. Et après, ben, ce qu'il y a, c'est que là, ben, les factures d'acompte vont devoir être envoyées à l'administration fiscale de la même manière que les autres factures. Donc, ça veut dire que ils auront un regard un peu plus poussé là-dessus. Donc, c'est aussi une bonne manière, je pense, même s'il n'y a pas de nouvelles règles fiscales, de vérifier qu'on respecte bien les règles fiscales. On a notamment dans votre cas ce qu'on appelle la TVA mixte. Ben, en fait, vous vendez des marchandises et vous vendez des prestations en même temps. Et ben, il y a toutes ces règles-là. Est-ce que je suis en TVA mixte? Est-ce que c'est la prestation? Dans la plupart des cas, c'est la prestation globale qui l'emporte et du coup, vous êtes une TVA sur les encaissements. Mais quand exceptionnellement, vous facturez un autre bien indépendamment de votre champ d'action, et ben dans ce cas-là, on est sur des règles un peu différentes. Et tout ça, ben, l'administration fiscale va avoir un regard un petit peu plus poussé. Donc, c'est peut-être aussi le bon moment pour vérifier que on facture bien, on est bien des factures quand on doit émettre des factures, qu'on respecte bien les règles de TVA qui sont très complexes. Et du coup, là-dessus, c'est vrai que on a des fois des simplifications et quand on échange avec l'administration fiscale, ils sont conscients qu'il y a des fois, on simplifie un peu les choses. Est-ce qu'ils vont toujours tolérer qu'on fasse ces simplifications? Peut-être pas. Et du coup, c'est peut-être le bon moment aussi de faire le point sur ces règles fiscales. Les mentions obligatoires vont évoluer. Je vous ai parlé qu'on va avoir le numéro sirène sur les différentes factures. On va avoir des informations. Il faut déjà respecter
toutes les mentions obligatoires qui sont applicables dès maintenant et vous avez des nouvelles mentions obligatoires qui vont apparaître liées à la facturation électronique. Donc là aussi, c'est mettre à jour vos bases de données clients pour que vous ayez la mention et que ça ne soit pas un champ vide. Quand vous avez indication sirène, si vous avez un champ vide, la facture sera refusée par la plateforme et donc il faut que ces informations soient faites. Donc là-dessus, il faut commencer à alimenter vos bases de données, aller récupérer les numéros sirènes de tous vos clients si vous ne les avez pas naturellement, aller récupérer toutes les informations et réfléchir aussi à l'organisation. Je vais devoir indiquer des mentions, comment je les récupère et qu'est-ce que j'indique, un peu un arbre de décision en disant, voilà, telle typologie de client, je dois indiquer telle mention, telle typologie, je dois indiquer autre chose. Et puis après, on parlait aussi des différents services qui vont être proposés. Quelles sont les fonctionnalités qui vont m'aider dans ma gestion au quotidien? Si vous avez déjà un logiciel de gestion et que vous voulez continuer à utiliser cet outil, tant mieux. Sinon, voilà, j'ai envie d'améliorer ma gestion du recouvrement. Et je liste et à un moment, je regarde ce qui me permettra d'avoir cette gestion-là. Mais voilà, ça peut être une bonne entrée en matière de la réforme soit passer sur un outil, soit de vérifier que son outil est compatible. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille de faire là dans les prochains mois, de commencer par votre logiciel de facturation et en tout cas de vous équiper si vous n'en avez pas, parce que dans tous les cas, vous ne pourrez plus continuer avec vos factures Excel ou Word si vous facturez encore comme ça et vous êtes encore nombreux à facturer de cette manière-là. Ensuite, le critère de choix par rapport aux outils. Alors, on l'a déjà un peu évoqué en amont, c'est les fameuses connexions. L'idée, c'est de vraiment gagner du temps avec cette réforme-là. Donc, vraiment vérifier qu'ils se connectent bien avec notre logiciel de facturation, qu'ils se connectent bien avec notre logiciel de compta ou le logiciel de compta de votre expert comptable, les fonctionnalités dont vous avez besoin, et puis ils vont commencer aussi à parler de la composition de leur grille tarifaire, et donc c'est de regarder un peu quel est le coût de ces différents outils, parce qu'on peut avoir vraiment du simple au triple, voire quadruple, en fonction des services. Après, ça ne sert à rien d'avoir une plateforme très, très développée avec un coût élevé, si la question d'avant, c'est que vous avez finalement besoin de pas beaucoup de fonctionnalités parce que votre organisation fonctionne bien et que vous n'avez pas besoin de ces fonctionnalités. Donc, c'est pour ça que c'est un moment, c'est de définir un peu votre cahier des charges en disant, voilà, j'aurais besoin de tel service. Et puis après, vous pouvez choisir en disant, voilà, telle plateforme correspond à tous mes services. Celle-là aussi, celle-là est peut-être la moins chère. Je regarde pourquoi il y a une différence. Et ça peut être intéressant comme ça. Et là aussi, comme je vous le disais, nous, on est à l'aise avec tout ça et on est capable de vous accompagner si vous en avez besoin sur ces choix d'outils. Là encore, je vous dis, on est vraiment aux prémices. Tous les outils sont en train d'être développés. On est aux prémices. Ça va arriver dans les prochains mois où ils vont accentuer leur présentation. On va pouvoir faire un benchmark un peu plus important de fonctionnalités, d'outils. En tout cas, nous, c'est ce qu'on est en train de chercher à faire, mais pour l'instant, on a encore très peu d'informations parce qu'ils sont vraiment dans le développement. Mais ça va arriver dans les prochains mois. Mais en tout cas, voilà quelques critères de choix pour vous aider. Et n'hésitez pas à faire appel à votre expert comptable si besoin pour qu'il vous accompagne sur ces points-là.